Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Très heureuse de vous retrouver encore une fois pour ce webinaire, ce troisième ou quatrième webinaire organisé par la société Euphelia. Alors, nous sommes très honorés de vous retrouver ce soir pour une session dédiée à un sujet d'excellence, qui est l'apical microsurgery, qui sera animé par le grand professeur, notre cher le professeur Benani Abdelkader partagera ce soir son expertise clinique, ses protocoles, ainsi que ses clés pour améliorer la gestion de ces cas. Alors, professeur Benani, Doctor of Dental Surgery en 2006, Oral Surgery Residency de 2004 à 2017, Oral Surgery spécialiste de 2011 à 2017, professeur of Oral Surgery and Implantology à l'université Aboul Qasis depuis 2019 et directeur of Oral Surgery and Implantology University Diploma à l'université Aboul Qasis. Il a également il fait partie aussi du Full Arch Club en 2022 et Rehabilitation with Immediate Loading Braga, Portugal. Aussi, Immediate Loading Technique en Brésil en 2022. Il est aussi un membre actif de l'European Association of Osseointegration et aussi membre actif du Full Arch Club Porto, Portugal. Membre actif aussi de l'Association dentaire de recherche internationale. Donc, professeur Beneni, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous. Et sans tarder encore plus, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Dr. Fréquet, pour cette invitation et pour votre présentation. Donc, d'abord, je remercie la société Ophilia de m'avoir invité à siéger aujourd'hui avec vous et avec nos confrères et nos consoeurs qui sont présents aujourd'hui. Euh, je vous souhaite d'abord Ramadan Mubarak, بصحة والعافية وجميع المتمنيات. Donc, sans trop tarder, je ne sais pas si vous arrivez, si vous voyez l'écran. Allô? Oui, 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 effectivement. oui, oui, docteur. Oui, docteur. C'est bon, on peut commencer, c'est Oui, oui. très bien. Donc, le sujet que nous avons choisi pour cette session d'aujourd'hui, c'est la microchirurgie apicale, qui est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que c'est une thérapeutique qui permet la préservation de la dent et euh, retarder le passage à l'extraction. Donc, j'aimerais bien d'abord définir c'est quoi le endodontie orthograde, c'est quoi l'endodontie rétrograde ou la microchirurgie apicale. Donc, l'endodontie orthograde, comme vous connaissez tous, donc c'est un accès au système endodontique qui se fait à travers la voie d'accès coronaire et qui permet le traitement à travers la cavité d'accès, donc par voie coronaire, donc instrumentation, irrigation, nettoyage, bien sûr, obturation canalaire et aussi bien obturation coronaire. Par contre, la microchirurgie apicale ou ce qu'on appelle l'endodontie rétrograde, donc c'est un abord qui se fait en deuxième intention après l'échec de l'endodontie orthograde et qui consiste à créer l'accès au système endodontique à travers une ostéotomie apicale qui permet éventuellement d'éliminer la lésion apicale, de faire la résection apicale et l'instrumentation et la préparation et l'obturation à rétro du système canalaire.
Donc, tout d'abord, on va définir c'est quoi le succès ou l'échec d'un traitement endodontique. Donc, l'Association américaine des endodontistes en 2022 a défini le succès d'un traitement endodontique en se basant sur trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la fonction de la dent. Donc, est-ce que la dent elle est fonctionnelle ou non fonctionnelle? La symptomatologie clinique, c'est-à-dire est-ce que la dent elle est symptomatique ou asymptomatique? Les changements radiographiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a présence ou non de lésions apicales. Et pour définir un succès d'un traitement endodontique, ça nécessite d'avoir une dent qui est fonctionnelle et à la fois fonctionnelle et cliniquement asymptomatique. Et on parle d'échec d'un traitement endodontique lorsque nous avons une dent qui est symptomatique et symptomatique cliniquement et non fonctionnelle. Et là, vous voyez le cas, par exemple, sur cette 36 d'une dent fonctionnelle et asymptomatique après un traitement endodontique, avec ou sans image minime radiographique périapicale. Et là, vous voyez l'évolution après le traitement endodontique de cette dent qui présente une parodontite apicale chronique. Donc, vous voyez et vous observez qu'après un bon traitement endodontique, la lésion apicale et on aura à la fin une bonne cicatrisation parodontale apicale. Par contre, un échec endodontique lorsque la dent reste non fonctionnelle et asymptomatique après le traitement ou la reprise du traitement orthograde. Et là, vous voyez que la lésion apicale elle persiste après 3 ans et demi, qui a nécessité une chirurgie ou une microchirurgie apicale éventuellement pour obtenir cette cicatrisation périapicale. Maintenant, on passe au deuxième volet de cette présentation, quels sont les facteurs d'échec d'un traitement endodontique. Et ça, c'est très important parce que, indépendamment des facteurs iatrogènes, d'accord, qu'on peut pas, bien sûr, on ne peut pas les étaler, ces discussions sur les échecs iatrogènes. Il y a des échecs qui sont liés surtout à la complexité du système endodontique et à la présence d'un biofilm endodontique qui est très riche et qui est très résistant au traitement endodontique. Et là, bien sûr, l'étude de la complexité du système endodontique est indispensable pour comprendre les principes et les problèmes de nettoyage et de mise en forme canalaire pour déterminer éventuellement la limite apicale, choisir le diamètre des préparations canalaires et éventuellement réussir la microchirurgie apicale. Et là, comme vous voyez ici, actuellement, l'étude de l'anatomie endodontique fait appel à ce qu'on appelle des micro-scanners, des micro-computer tomographies, qui permettent actuellement, comme ça a été publié par Verziani en 2015, 37 configurations canalaires d'une prémolaire inférieure. Et là, vous voyez la complexité de l'anatomie endodontique et vous voyez ici, par exemple, sur ce schéma, je pense que une instrumentation clinique, une instrumentation normale, mécanique, ne peut pas assurer un traitement complet de ce système endodontique. Donc, donc cette configuration explique en partie les échecs endodontiques d'un traitement orthograde. Et là, on met en question, on remet en question les anciennes classifications du système endodontique qui ne peuvent pas éventuellement classer ces différentes configurations. Donc, d'où l'intérêt de donc, faire appel à des nouvelles systèmes de classification des systèmes endodontiques, d'accord, comme ce qui a été publié par Ahmed et Verziani en 2017, et consiste à classer, ou plutôt déterminer classer la configuration canalaire en se basant sur d'abord le nombre des racines, comme vous voyez ici. Donc, il y a une seule racine sur cette 41. Donc, pour écrire la configuration, on écrit 41 ici. À gauche, on marque le nombre des racines. Ici, c'est 1. Par contre, à droite, donc on note le nombre donc on note la configuration du canal, c'est-à-dire
le nombre des orifices, le nombre des canaux et le nombre de foramen. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a un seul orifice, deux canaux et un foramen. Donc, c'est une configuration 1, 2, 1, comme vous l'avez ici. Donc, c'est comme ça qu'on peut écrire, on peut classer le système endodontique pour cette dent. La même chose pour les pluriradiculés. Donc, pour les pluriradiculés, par exemple, ici, au niveau de cette 16, donc on écrit 16 à gauche, on écrit le nombre de racines ici. Comme vous voyez ici, il y a trois racines. Et à droite, il y a trois racines. Et du coup, on va écrire la configuration de chaque racine. Par exemple, cette racine, c'est la mésiovestibulaire. Comme vous voyez, il y a trois orifices, un seul canal, deux autres, deux autres canaux, d'accord? Et ça se termine par un seul foramen. Donc, c'est 3, 1, 2, 1. La racine distopalatine et la racine palatine, ils ont un seul canal et du coup, un seul orifice, un seul canal et un seul foramen, on met 1, 1. Le deuxième facteur qui peut expliquer les échecs d'un traitement endodontique orthograde, c'est le biofilm endodontique. Donc, le biofilm endodontique, sachez que déjà le biofilm endodontique, il comprend 400 différentes espèces microbiennes. Imaginez lorsque vous ne mettez pas la digue, lorsque vous traitez les dents, donc vous aurez des millions, voire des milliards de germes au niveau de cette cavité. Et c'est ça qui peut expliquer la résistance d'un traitement endodontique orthograde. Et parmi donc le plus fréquemment et le plus résistant des germes endodontiques, moi je parle des germes du biofilm proprement endodontique et pas du biofilm buccal, c'est les Enterococcus fecalis qui ont une habilité de se organiser en biofilm. C'est des grammes positifs facultativement coccus anaérobiques et bien sûr, ils peuvent être résistants à l'hydroxyde de calcium si le pH n'est pas maintenu à une valeur supérieure à 11,5. Et là, ça rejoint donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, un traitement endodontique doit être plus biologique que mécanique. Et quand on dit un traitement biologique, c'est-à-dire c'est le contrôle de l'asepsie et pour éviter éventuellement les surinfections endodontiques source de résistance au traitement endodontique. Et là, je vous recommande d'utiliser la digue quand vous voulez faire un traitement endodontique pour améliorer le pronostic de vos traitements endodontiques. La réalisation d'une préparation aussi bien chimio-mécanique, et là, vous voyez que la, 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 la variété des configurations endodontiques ne permettent pas généralement d'y accéder, donc d'où l'intérêt de cette préparation chimique pour éventuellement compléter ou assurer un bon traitement endodontique. Et on finit bien sûr par un scellement endodontique et une bonne restauration coronaire étanche, source d'étanchéité de notre thérapeutique endodontique. Maintenant, on va aborder quels sont les concepts modernes de la microchirurgie apicale. Donc, sachez que la microchirurgie apicale a beaucoup évolué en termes de plateau technique et en termes de grossissement, ce qui a permis actuellement éventuellement de revoir la technique ancienne, ce qu'on appelait la chirurgie apicale ou la chirurgie conventionnelle, qui était parfois limitée à une résection apicale sans préparation apicale. Et là, vous voyez pourquoi on faisait cet angle lors de la résection. Donc, on faisait des résections obliques pour éventuellement voir, parce qu'on ne travaillait pas avec des micro-miroirs, on ne travaillait pas avec des moyens de grossissement. Donc, du coup, il fallait faire cette résection oblique pour accéder au canal, accéder au foramen apical pour préparer. Et là, ça entraînait une exposition des tubulus dentinaires davantage avec le parodonte. Et c'est ça qui expliquait le faible pronostic de l'ancienne chirurgie apicale. Par contre, l'évolution de la chirurgie, on est actuellement dans la microchirurgie apicale et qui permet actuellement de faire une résection qui est basée sur une résection qui est horizontale avec une préparation apicale rétrograde et une obturation rétrograde éventuellement.
Ça permet de minimiser l'exposition des tubuli et cette communication endoparientale et améliorer éventuellement le pronostic de la microchirurgie apicale. Donc, cette chirurgie apicale conventionnelle a été abandonnée en, euh, en faveur de la microchirurgie apicale. Et là, vous voyez que ce tableau, il récapitule la différence entre la chirurgie traditionnelle ou la chirurgie apicale et la microchirurgie apicale. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, concernant la taille de l'ostéotomie actuellement avec les bases, avec le plateau technique actuel, donc on est plus conservateur, donc c'est une cavité qui ne dépasse pas 4 mm, alors qu'avant, on devait faire minimum 10 mm pour éventuellement accéder et voir. La résection était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un biseau de 45 à 65 degrés. Actuellement, donc on fait des résections à l'horizontale. Avant, bien sûr, on n'utilisait pas les grossissements et du coup, on ne peut pas faire l'inspection de la surface apicale et en même temps l'identification des isthmes et leur traitement, ce qui était impossible, alors qu'actuellement, on peut le faire. Avant, on ne pouvait pas faire une bonne préparation. Pourquoi? Parce qu'on utilisait des fraises boules montées sur des turbines, donc chose qui était difficile pour nous pour accéder éventuellement au système canalaire et le préparer. Actuellement, avec les ultrasons, donc on peut faire ça, bien sûr, d'une façon reproductible et d'une façon, ça a beaucoup facilité la préparation apicale. Et bien sûr, même les matériaux. Donc, on a passé de l'amalgame vers les biocéramiques. Les sutures, bien sûr, on a passé du cils 4% à du monofilament 5-6%. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le pronostic et l'évolution de la microchirurgie qui actuellement peut atteindre les 97% comparant à la microchirurgie, à la chirurgie apicale qui était juste à 90%. Et comme j'ai dit, donc le plateau technique actuel, donc qui est à notre disposition, nous permet éventuellement d'améliorer le pronostic de cette microchirurgie apicale. Comme vous voyez ici, on a le scanner. Avec le scanner, on peut étudier éventuellement le scanner et plus précisément, on a le cone beam, d'accord, le cone beam dentaire. On a le microscope opératoire, on a les micro-instruments, les micro-miroirs, les micro-fouloirs. Donc, ça permet de faciliter, de visualiser la région apicale. Et vous avez les ultrasons avec donc les inserts montés sur des ultrasons, des générateurs ultrasoniques. Et comme vous voyez ici, qui permettent de préparer les différentes configurations canalaires. Et bien sûr, l'usage de la biocéramique qui est actuellement un matériau qui est biocompatible, étanche et durable. Concernant le Conbeam, donc, comme vous le savez, donc, en endodontie, on utilise des petits champs donc, de 5-4 cm qui permettent d'améliorer la résolution. Et sur ces Conbeam, on peut éventuellement étudier l'anatomie endodontique, identifier les canaux, les isthmes non préparés, étudier les résorptions, les lésions apicales et même déterminer le rapport des apex avec les structures anatomiques adjacentes, ce qui nous permet de faire un bilan préchirurgical avec un diagnostic endoparodontal, la planification de la chirurgie et même les contrôles post-opératoires. Et là, vous voyez ici, donc, sur les coupes axiales, donc, on voit ici, par exemple, sur cette 36, donc, avec une orientation du coronaire vers l'apical. Donc, vous voyez les isthmes ici qui ne sont pas préparés. Vous voyez ici l'élargissement des dental, des canaux qui ne sont pas, un traitement canalaire qui n'est pas complet, donc qui explique la présence de cette lésion apicale. Et bien sûr, avec le microscope actuellement, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est l'inspection de la région apicale. Et là, comme vous voyez ici, avec une coloration au bleu de méthylène, on peut éventuellement distinguer les limites de la dent des racines par rapport aux limites de l'os apical et, et en même temps déterminer le manque d'étanchéité ici, par exemple, des traitements canalaires, les isthmes qui ne sont pas préparés,
la présence de fêlures ou de fractures, d'accord? Donc, tout ça, on ne pouvait pas le voir avec les yeux et du coup, on pouvait, bien sûr, il faut utiliser des micro-miroirs et des microscopes pour aller inspecter la surface apicale. Concernant la préparation apicale, donc comme j'ai dit tout à l'heure, actuellement il y a des inserts qui sont droits, donc des kits d'inserts avec des inserts droits, des inserts angulés. Ici par exemple, ce kit il présente différentes longueurs. Par exemple, ça c'est 3 mm, 6 mm, 9 mm, c'est-à-dire on peut toujours préparer un canal à 9 mm. Oui, malheureusement, ça existe. Et vous avez également des inserts angulés, aussi bien du côté droit que du côté gauche, pour les biradiculés ou les triradiculés. Vous avez également des kits d'instruments, des microfouloirs, des micro-miroirs, ainsi, qui permettent éventuellement de préparer cette cavité et cette cavité rétrograde et obturer et sceller le système endodontique. Maintenant, on va parler un peu des indications et des contre-indications de la microchirurgie apicale. Et concernant les indications dont on a discuté tout à l'heure, donc en présence d'une dent qui est symptomatique et non fonctionnelle, donc il faut déterminer la présence ou non d'un accès au système endodontique. Pourquoi? Parce que si vous avez un accès ou vous pouvez créer l'accès au système endodontique par voie coronaire, c'est c'est l'option idéale. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours bien traiter le système endodontique d'une façon correcte avec des pourcentages de réussite qui sont très élevés. Donc, vous pouvez faire une reprise endodontique orthographe. Par contre, si vous avez quelque chose qui bloque l'accès au système endodontique, que ce soit des tenants radiculaires ou bien d'autres obstacles, à ce moment-là, donc vous pouvez passer directement à la microchirurgie apicale. Mais bien sûr, le système, le pronostic, elle est faible si on passe directement à la microchirurgie apicale parce qu'il y a toujours des germes à l'intérieur du canal. Par contre, si vous faites une reprise de traitement orthograde et en cas d'échec, l'associer aux microchirurgie apicale, oui, à ce moment-là, vous augmentez le pronostic de la microchirurgie apicale. Et là, vous voyez certaines indications ici, par exemple, vous voyez ce traitement endodontique qui a été repris sur cette 22, donc vous voyez le tenant, donc ça a été fait dans les conditions requises. Et là, vous voyez que la lésion, après 3 mois, elle a pris du volume. Donc, comme on a vu tout à l'heure, si la lésion, elle est stable ou elle régresse à ce moment-là, le traitement orthograde, il est suffisant, donc ce n'est pas la peine de passer à une microchirurgie apicale. Par contre, lorsque vous voyez que la lésion apicale elle prend du volume et parfois ça ne se réduit pas, donc après 3 4 mois, donc il faut passer à la chirurgie apicale et là vous voyez que au moment de la chirurgie, de la microchirurgie apicale, on a récupéré un tissu pathologique périapical et ça finit par une cicatrisation parodontale. La dépose du tenant radiculaire. Donc, comme on a dit tout à l'heure, parfois vous avez des cas comme ça avec des tenants disproportionnés par rapport à la racine. Et là, vous voyez le volume du tenant qui est très important par rapport au système canalaire. Et là, il y a un risque, donc il y a un risque pour cette racine. Au moment de la dépose, on risque de fracturer la racine, d'où l'intérêt du consentement éclairé avec le patient, donc pour lui expliquer les avantages et les inconvénients de chaque thérapeutique. Et à ce moment-là, c'est à lui de choisir l'option qui lui paraît satisfaisante. Mais sinon, vous voyez ici qu'il y a toujours des fistules au niveau apical donc, qui sont dues à cette fistulisation des germes et du contenu endodontique au niveau parodontal et au niveau muqueux. Bien sûr, ça, c'est dû à ce traitement endodontique apical qui n'a pas été bien fait. Donc, d'où l'intérêt actuellement de la dentisterie adhésive basée sur le principe de pas de tenant, pas de couronne. Donc, no
Crown Now Post. Donc, je pense que les amis Dr. Lasserie et Dr. Frey, ils vont passer, ils vont présenter ça prochainement, Inch'Allah. Par contre, parfois, vous voyez même les tenants, parfois les tenants, ils ne sont pas anodins, ils peuvent finir par avoir des fractures radiculaires qui peuvent amener parfois à extraire la dent et bien sûr après l'élimination de la lésion et pourquoi pas régénération du site et la mise en place d'un implant pour restaurer cette os. Donc, pour les contre-indications, comme vous avez vu, donc les contre-indications, c'est des dents qui sont non restaurables. Bien sûr, si une dent qui n'est pas restaurable ou bien avec un manque d'étanchéité coronaire, donc vous aurez donc c'est des dents qui sont vouées à l'extraction, bien sûr, dents non restaurables. Donc, il faut toujours penser à l'implant pour réhabiliter la dent, pour éviter de fraiser les dents d'à côté. En cas de manque d'étanchéité, il faut penser à reprendre la prothèse. Et du moment que vous allez déposer la prothèse, vous pouvez toujours reprendre le traitement endodontique orthograde et avant de changer ou bien de refaire la prothèse. En cas de présence d'un rapport courant clinique racine clinique défavorable, parce que il ne faut pas oublier qu'on va réséquer au niveau apical et c'est déjà le rapport il est défavorable, à ce moment-là, c'est pas une indication de la microchirurgie, c'est plutôt une indication d'extraction. Et la quatrième contre-indication, c'est la réhabilitation prothétique. Il faut toujours, quand le patient arrive vous voir pour une chirurgie microapicale, il faut penser à, euh, à la réhabilitation prothétique qu'il porte. Est-ce qu'elle est fonctionnelle déjà ou esthétique? Donc oui, s'il n'est pas esthétique, n'est pas fonctionnel, à ce moment-là, ça rentre dans un plan de traitement global prothétique qui nécessite une réhabilitation prothétique, comme c'est le cas ici. Donc c'est une patiente qui m'a été confiée dernièrement et qui présentait un bridge de la 13 à la 22. Donc vous voyez que donc la 13, 21, 22 supportent un bridge ils supportent la 12 et la 11, d'accord? Et vous voyez que même avec des lésions, on va aller voir des lésions apicales, et vous voyez que le schéma occlusal et même esthétiquement, ce bridge n'est pas très fameux. C'est pour ça, regardez, par exemple, ici, au niveau de la 15, donc vous voyez ici le manque de traitement endodontique, le tenant avec une manque d'étanchéité ici au niveau du tenant, les dents apicales. La dent d'à côté, donc il y a une carie qui arrive jusqu'à la pulpe avec l'absence de traitement endodontique. Au niveau de la tresse, la même chose. Vous voyez la manque d'étanchéité du bridge. Le tenant, il arrive, il dépasse les deux tiers de la racine. Je ne vois pas de traitement endodontique, je vois que le tenant. Un deuxième tenant ici au niveau de la 22, donc il arrive jusqu'au tiers apical avec une image apicale. La même chose ici au niveau de la 22. Donc, vous voyez l'image ici qui prend les deux corticales vestibulaires et linguales avec le manque d'étanchéité. La 24, la même chose. Donc, un tenant, absence de traitement endodontique, lésion apicale. Donc, cette patiente, je lui ai conseillé, je lui ai recommandé d'extraire toutes les dents parce que le traitement, la chirurgie apicale pour ces dents déjà à la base qui ne sont pas bien faites, si on lui propose de déposer ça, reprendre le traitement endo, je pense que ces dents, ils vont finir par se fracturer. Donc, la meilleure option pour cette patiente reste une réhabilitation maxillaire globale on X avec sur 4-5 implants, donc qui permet une réhabilitation de 6 à 6 avec une prothèse ou un bridge total fixé. Maintenant, on passe à la microchirurgie apicale proprement dite et on va détailler l'instrumentation. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc pour faire ce genre de chirurgie avancée, donc il faut absolument investir dans le grossissement. Et comme j'ai dit, donc le grossissement commence des loupes. Donc les loupes sont faciles à porter. Et même la courbe d'apprentissage, il est rapide. Donc ils permettent d'avoir un grossissement de 4 à 5 fois, d'accord? Sinon, vous avez le microscope, donc c'est intéressant de l'avoir également aussi bien en endodontie qu'en chirurgie. Donc
Ça vous permet éventuellement d'être beaucoup plus précis, mais éventuellement, ça nécessite une courbe d'apprentissage avant. Pour le fraisage osseux, donc vous avez des fraises à os. Donc vous avez des fraises à os, boules, cylindriques, que vous pouvez monter sur un contre-angle bague rouge ou bien une pièce à main sous irrigation stérile. Vous avez également les instruments, les inserts ultrasoniques. Ici, c'est des inserts pour la microchirurgie apicale et qui sont montés sur des générateurs ultrasoniques. Ce que vous devez savoir, et ça c'est un conseil que je vous donne, donc avant d'investir dans un générateur ultrasonique, renseignez-vous des inserts, les possibilités d'insert et les possibilités d'actes que vous pouvez faire. Par exemple, sur ce même générateur, vous avez différents groupes d'inserts. Par exemple, ici, c'est des inserts pour le détartrage. Là, c'est des inserts pour la paro. Ça, c'est des inserts pour l'endodontie. Et là, même des inserts pour la prothèse. Et là, vous voyez qu'il y a des plages horaires, d'accord, qui correspondent à la couleur de la bague qui existe ici. Par exemple, tous les inserts endodontiques doivent fonctionner sur la plage jaune, comme ça, pour éviter la fracture de ces inserts. Donc, vous avez des inserts aussi bien pour la région apicale et vous avez des inserts, par exemple, pour le traitement, la préparation de la cavité d'accès ou bien pour aller chercher, par exemple, des instruments séparés. Et là, par exemple, bien sûr, si vous prenez ce genre de générateur, ça va être beaucoup plus amortissable par rapport aux générateurs, aux autres générateurs. Techniquement, la microchirurgie apicale consiste d'abord à faire une anesthésie locale, les lambeaux d'accès, une ostéotomie apicale, la résection apicale, l'inspection apicale, la préparation, l'hémostase, le scellement apical et les sutures. Donc, on va voir chaque étape de cette thérapeutique, bien sûr, concernant l'anesthésie. Donc, vous pouvez être au niveau maxillaire avec une anesthésie apicale suprapériostée, ici vestibulaire. Vous pouvez ajouter un complément palatin ici au niveau du foramen nasopalatin ou un complément au niveau de la foramen palatine si vous allez accéder au niveau des racines palatines ici pour anesthésier la muqueuse palatine. Par contre, à la mandibule, donc si vous êtes au niveau de la région incisive canine, donc vous pouvez faire une anesthésie périapicale avec un complément lingual. Au niveau molaire, vous pouvez faire une anesthésie parapicale ou bien vous pouvez faire carrément un bloc du nerf alvéolaire inférieur. Concernant les lambeaux, actuellement les lambeaux utilisés, donc soit vous utilisez des lambeaux intracirculaires avec préservation papillaire, donc surtout les, euh, les prothèses ou bien les biotypes parodontales fins. Et là, vous voyez qu'il faut toujours décaler l'incision de décharge avec deux incisions ou une seule incision de décharge, ça dépend de l'accès. Mais toujours, euh, il faut décaler l'incision de décharge par rapport à la région à opérer. Donc, ça vous permet de décoller un lambeau de pleine épaisseur et avoir accès à la région périapicale. Par contre, vous pouvez faire éventuellement un lambeau submarginal et le lambeau submarginal est peut-être festonné. Donc, le feston du lambeau marginal doit être toujours placé au niveau de la gencive attachée et pas au niveau de la muqueuse libre. Donc, il peut avoir un contour qui est festonné ou bien un contour qui est rectiligne tout court. Donc, ça fait l'affaire. Mais ce que je vous conseille, c'est d'éviter les lambeaux, les petits lambeaux semi-lunaires qui sont vraiment proches du site opératoire. Parfois, vous avez des grosses lésions et ça vous empêche parfois d'avoir une bonne hémostase pour aller obturer à rétro. Ça, c'est d'une part. D'autre part, parfois, vous allez remettre ou repositionner le lambeau sur une cavité vide et qui va entraîner des fortes chances d'avoir une nécrose de votre lambeau. Donc, je vous déconseille le lambeau semi-lunaire. Concernant l'ostéotomie, donc c'est une ostéotomie qui est réalisée, qui est limitée au niveau de la région apicale, par exemple ici vestibulaire. Ça peut être au niveau palatin, ça peut être au niveau vestibulaire inférieur, bien sûr, ça dépend de l'accès.
Pour repérer cette région, donc soit vous avez déjà une fénétration avec une disparition ou une fenestration de la table vestibulaire qui parfois vous donne accès direct sans fraiser à la région apicale, ou parfois vous avez de l'os. À ce moment-là, pour repérer ça, donc vous avez le Cone-Beam, vous avez la radio, donc vous pouvez toujours être orienté pour éventuellement réaliser des petits accès apicales. C'est pas la peine de faire de grandes cavités ici. Donc de petites cavités qui vont être qui vont stabiliser le caillot sanguin et avoir une régénération osseuse spontanée. Donc, ce n'est pas la peine de ni régénération ni membrane. Ces ostéotomies apicales ne doivent pas généralement avec les nouvelles ou les nouveaux concepts de microchirurgie apicale, ça ne doit pas dépasser 3-4 mm. Bien sûr, il faut continuer le travail avec l'énucléation, curtage des lésions apicales, d'accord. Donc, il faut bien cureter, et ça, je vous conseille d'avoir la curette de Lucas avec deux parties travaillantes et qui permettent éventuellement de bien cureter la lésion apicale et d'avoir accès à la région apicale. Concernant la résection apicale, donc comme je dis généralement, la résection, elle se fait sur 3 mm. Donc, ça vous permet d'éviter toutes les ramifications apicales et d'éviter toutes les aberrations. Donc 3 mm, si jamais vous avez déjà une résorption apicale, donc c'est pas la peine de réséquer 3 apicales, vous pouvez juste aplatir, réséquer 2 mm ou 1 mm. D'accord. Et en même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, actuellement, donc la résection apicale, elle est plus horizontale et ça permet de réduire cette communication entre les tubulés dentinaires et le parodonte et augmenter les pronostics de la chirurgie apicale, comme vous voyez ici sur le schéma. Après la résection, il faut toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, faire une inspection apicale. Et ça, on ne le faisait pas avant. Donc actuellement, grâce aux micro-miroirs chirurgicaux et la coloration avec le bleu de méthylène, donc bien sûr sous microscope ou sous loupe, ça nous permet d'étudier l'anatomie radiculaire, d'étudier l'anatomie du système endodontique avec et bien sûr parfois même déterminer l'origine du problème. Parfois vous avez une fracture verticale que vous ne pouvez pas diagnostiquer cliniquement ni radiographiquement avant de faire le traitement, avant de procéder à la microchirurgie apicale. Concernant la préparation apicale, donc il faut faire une préparation après la résection apicale, il faut faire une préparation avec des instruments destinés pour ça, c'est des ultrasons, comme je vous ai dit, avec différentes longueurs, ici 3 mm, 6 mm, 9 mm. Donc, le minimum, c'est d'avoir une préparation de 3 mm. Par contre, si vous avez un tenant qui est ici, avec un traitement qui n'est pas bien fait, à ce moment-là, il faut arriver jusqu'au tenant. Et là, c'est d'où l'intérêt de l'insert 6 mm et 9 mm, parce qu'il faut aller préparer la totalité du système endodontique jusqu'à jusqu'au tenant radiculaire. Comme ça, vous assurez un bon nettoyage et une bonne désinfection à rétro. Et là, vous voyez comment on procède avec les inserts ultrasoniques. Donc, il faut toujours rester dans le système canalaire. Donc, il ne faut pas appliquer de pression, d'accord? Il faut juste laisser travailler d'une façon axiale au niveau du système apical. C'est pas la peine, donc, comme ça, pour respecter l'anatomie endodontique apicale. Bien sûr, lorsque vous préparez après la préparation du système canalaire, par exemple au niveau
des canaux biradiculés, des dents biradiculées ou triradiculées. Donc, vous avez ce qu'on appelle des isthmes. Donc, c'est des canaux qui relient les différents canaux ou des systèmes endodontiques qu'il faut éventuellement les préparer également et les obturer pour que vous ayez une bonne désinfection et un bon scellement endodontique. Passons maintenant à l'hémostase. Donc, pour l'hémostase, donc vous pouvez utiliser ces boulettes qui sont prêtes à l'emploi donc, et qui sont imbibées d'adrénaline, ou vous pouvez utiliser éventuellement des Docteur, compresses, oui. il y a la présentation, on ne la voit plus. On Désolé, n'arrive mais plus. d'accord, je vais reprendre, partager l'écran. Je vais reprendre comme ça pour, c'est bien comme ça? Oui, 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 Je vais reprendre après la vidéo parce qu'il y avait, vous arrivez à voir la vidéo? oui. Maintenant, oui. Très bien. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de préparer le canal par voie rétrograde. D'accord? Je pense que la vidéo s'est arrêtée encore. Oui, oui. J'essaie juste de passer cette diapo comme ça. D'accord. C'est bon, vous voyez que maintenant? Oui, oui, très bien. Très bien. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ah, pour la préparation apicale, il ne faut pas oublier les isthmes. Donc, les isthmes, c'est des communications qui existent au niveau des prémolaires et des molaires. Donc là, par exemple, c'est comme les canaux. Donc, il y a des tissus nécrotiques ici qui est persistant. Et si vous traitez que les canaux, donc vous risquez de laisser des germes à ce niveau. Donc, d'où l'intérêt de préparer éventuellement les isthmes avec les mêmes instruments ultrasoniques. Donc, cela vous permet de bien préparer, désinfecter, nettoyer la région apicale en totalité et éventuellement obturer tous les canaux et les isthmes en même temps. Passons maintenant à l'hémostase. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc vous avez soit des éponges qui sont prêtes à l'emploi, imbibées de, d'adrénaline, ou bien vous pouvez utiliser l'anesthésie locale sur des compresses que vous laissez en compression pendant 2 minutes et ça va vous donner une bonne hémostase du site opératoire. Par contre, vous pouvez utiliser également le sulfate ferrique à 15%, mais l'inconvénient du phosphate ferrique, c'est qu'il faut l'enlever et le nettoyer après l'acte. Comme ça, vous évitez une réaction à corps étranger, comme dans ce cas que vous voyez ici. Donc, après les sutures, donc vous voyez qu'il y a une petite surinfection purulente ici due au manque de nettoyage et de régularisation osseuse des traces du sulfate ferrique. Donc, le sulfate ferrique, il ne faut pas le laisser, il faut éventuellement le nettoyer et ressaigner la région comme ça pour éviter ce genre de complications. Concernant les produits de scellement, donc comme j'ai dit, pour le scellement apical, vous pouvez utiliser soit
soit la bicéramique. Donc ça, c'est le gold standard. Quand vous pouvez utiliser également l'IRM, c'est le Génat à prise rapide, mais je pense que le Génat à prise rapide, l'IRM, je pense qu'elle n'est plus commercialisée, on n'existe pas sur le marché. Donc, d'où l'intérêt. Donc, vous avez deux façons de faire. Soit vous prenez le MTA en poudre liquide et vous préparez vous-même l'MTA, d'accord? Ou bien, je vous conseille d'utiliser ce genre de MTA prêt à l'emploi, éventuellement, qui permettent de prendre une dose de l'MTA prête à l'emploi directement et l'utiliser. Donc ça, par exemple, je l'utilise aussi bien pour la chirurgie apicale, pour les perforations, pour les résorptions, ainsi que tous les actes qui nécessitent ce genre de biocéramique poti. D'accord? Et bien sûr, pour obturer, bien sûr, le transport du matériau et le foulement de le matériau, donc il vous faut des microspatules. Là, vous voyez des microspatules inclinées. Là, c'est droite. Et là, par contre, c'est des fouloirs, des micro-fouloirs. Donc, il fait presque 1 mm de diamètre sur 4,5 ou 6 mm de longueur. Donc, ça, c'est très important d'avoir ce genre de traitement. Et le repositionnement du lambeau à sa place, donc par des points séparés, d'accord? Donc ça se fait avec du monofilament non résorbable 5060. Donc je vous déconseille d'utiliser la soie. Donc la soie n'est pas un fil de suture chirurgicale. Donc il faut passer au monofilament qui permet éventuellement d'avoir, regardez, cette bonne cicatrisation après une semaine, 10 jours. Donc, voilà la pré-op, la post-op immédiate. Et là, vous avez la post-op à 13 jours, donc qui vous permet de regarder la qualité de cicatrisation parodontale, donc qui ne va pas laisser de cicatrices ou de brides fibreuses. Et là, on passe à des cas cliniques. Donc, par manque de temps, donc on va essayer de discuter de trois cas cliniques avec lesquels on va illustrer les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, une jeune médecin qui est venue me voir, qui m'a été orienté par un confrère et qui est venu me voir pour la microchirurgie apicale de cette 11. Et là, comme vous voyez, sur cette 11, donc on voit que l'apex est béant, donc ça doit être des antécédents traumatiques à l'enfance, d'accord, à un jeune âge, donc avant la maturation de la dent. Bien sûr, un traitement par apexification, apexigénèse n'a pas été entrepris. Du coup, ils ont mis juste un traitement endodontique avec une prothèse avec un tenant. Et là, vous voyez qu'elle est symptomatique. Donc, vous voyez qu'il y a une fistule muqueuse qui apparaît en distal de la dent. D'accord? Bien sûr, quand vous voyez ce genre de fistule, moi, je vous conseille toujours de mettre éventuellement un coin de Guita au niveau de la fistule et de reprendre une radio pour voir l'origine de cette fistule muqueuse. Bien sûr, un TDM, elle avait déjà un Kunbim avec elle, donc je prends le Kunbim et je vois ici la perte donc la lésion périradiculaire avec la fenestration vestibulaire ici. Donc vous voyez l'image, la taille de l'image et l'absence, vous voyez ici l'absence d'un traitement endodontique. Donc du coup, donc, on s'est mis d'accord pour éventuellement faire le traitement endodontique. Là, vous le voyez clairement, donc un apex avec des parois parallèles, donc ils n'ont pas encore terminé. Donc là, j'ai opté pour un lambeau submarginal avec une base qui est rectiligne. Donc, vous avez le choix entre une base festonnée ou rectiligne. Et là, vous voyez que je place toujours cette incision coronaire au niveau de la gencive attachée. Ça me permet éventuellement de respecter le pendant ici, en- qui entoure la prothèse. Et il paraît également, c'est un biotype qui est fin. Et là, vous voyez les limites de les incisions de décharge. Là, ici, j'ai englobé le frein labial supérieur avec l'incision. Et là, j'ai dépassé par rapport à la muqueuse palatine. Comme ça, j'aurai un lambeau qui est bien, bien, bien épais. Et là, je commence à décoller mon lambeau, donc de pleine épaisseur. Donc, vous voyez ici mon décolleur. Je prends bien sûr le lambeau avec des pinces chirurgicales pour essayer de décoller
ainsi de suite. Et là, vous voyez qu'après le décollement, donc je me retrouve avec déjà une fistule. Donc il y a une fistule qui est déjà là, une fenestration de la table vestibulaire. Donc j'ai pris directement ma curette de Lucas. Donc curette de Lucas, elle est tranchante. Donc du coup, ça permet de bien nettoyer, de bien énucléer la lésion apicale et cureter cette région pour, vous voyez la lésion ici. Donc, c'est une lésion. Donc, dans ce cas, comme vous avez vu, j'ai même pas fraisé. Donc, c'était juste l'ablation de la lésion apicale qui m'a donné accès direct à la lésion. Donc, ici, comme vous avez vu, donc c'est pas la peine de fraiser. Donc, on reste minimalement invasif. Bien sûr, vous voyez sur le miroir donc l'inspection au niveau de la région apicale. Et là, on voit qu'il y a le canal qui n'est pas préparé, qui n'est pas obturé. Et je prends mon insert ultrasonique ici à 6 millimètres, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que je dois arriver jusqu'au tenant. Ici, par exemple, s'il n'y a pas de traitement, il faut arriver jusqu'au tenant, comme vous avez vu ici, il faut aller préparer jusqu'à ici. D'accord? Pas juste 3 millimètres, il faut arriver jusqu'à ici. Après la résection apicale, bien sûr. Donc, et là, après la préparation, vous voyez l'aspect de la dent. On va essayer, bien sûr, on va assurer une bonne hémostase, aspiration, bonne hémostase, avant d'opter pour la préparation avec du MTA putty, d'accord? Donc, que je transporte ici à l'aide de microfouloirs et j'essaie de microspatules et j'essaie de le compacter, de bien compacter avec plusieurs rapports, le compacter au niveau apical pour assurer un bon scellement apical, comme vous avez vu ici. Et bien sûr, à la fin du traitement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de débris ici au niveau apical. Il faut bien nettoyer et bien resseller. Là, vous voyez donc le diamètre ou la taille de la lésion, donc, plutôt de la fenêtre, c'était 6 millimètres. Et là, vous voyez donc les sutures tout autour du lambeau. Donc, ça, c'était post-opératoire. Donc, 10 jours après, donc, la patiente est revenue pour la dépose des fils sutures. Et là, vous voyez la disparition de fistules. Donc, la disparition de fistules, ça veut dire que nous avons bien désinfecté, bien scellé notre région apicale. Et là, vous voyez la radio, c'était la pré-op. Ça, c'était la radio qui a été faite juste après la chirurgie. Et là, bien sûr, c'est la radio à 1 mois. Donc, et vous voyez ici la cicatrisation périapicale. Et vous voyez la qualité de cette obturation, comme je dis tout à l'heure, cette obturation apicale qui arrive jusqu'au tenant pour assurer le maximum d'étanchéité canalaire. Un deuxième cas, là, c'est la même chose. Donc, vous voyez la 11 avec une fistule. Donc, la patiente, elle consulte pour cette fistule qui est récidivante, d'accord? Un tenant, vous voyez ce tenant qui est disproportionné par rapport à la racine, donc avec une image périapicale, un traitement endodontique qui n'est pas complet. Donc, on met toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, un cône de Guita éventuellement qui est passé au niveau de la région étiologique, qui est la 11. D'accord? On a discuté bien sûr avec la patiente les deux options. Soit elle tente le traitement ou bien la chirurgie, la microchirurgie apicale, ou bien si elle veut qu'on dépose ça et reprendre en bonne et due forme le traitement orthograde, mais la patiente a refusé de déposer, d'autant plus que vous voyez ici la prothèse, elle est cliniquement satisfaisante et en même temps il y a une bonne étanchéité marginale. Donc du coup, la patiente a opté pour un traitement endodontique euh, par voie rétrograde. Donc là, vous voyez donc une incision submarginale festonnée, donc au niveau de la gencive attachée, d'accord, avec deux incisions de décharge. Et là déjà, donc après l'élimination du tissu périapical, donc on accède directement donc à l'apex, donc on n'a même pas fraisé. Résection apicale, donc à 3 millimètres, d'accord. Vous voyez ici les débris
du traitement de la gutta intracanalaire qu'on va essayer d'enlever, bien sûr, avec nos inserts ultrasoniques, enlever, nettoyer, préparer éventuellement la région apicale. Là, vous voyez ici une boulette de compresse avec de l'adrénaline. Parfois, c'est suffisant pour rassurer l'hémostase. D'accord? Mais avant, comme vous voyez, ça, c'était mes anciens cas. Donc, je préparais poudre liquide pour avoir cette consistance pâteuse de l'MTA que je devais, avec lequel je devais, je pouvais obturer d'une façon étanche la région apicale. Et là, vous voyez donc l'obturation et la qualité du bouchon apical réalisé ici jusqu'au tenant. Là, vous voyez les sutures. Donc, ça, c'est les sutures qui ont été faites juste en post-opératoire. Et là, vous voyez à 13 jours, une semaine plutôt, une semaine, à 13 jours, la qualité de. Bien sûr, la patiente voulait faire un traitement endodontique, donc elle a fait un traitement endodontique avec un bon contrôle de la dent, donc qui n'a aucun problème jusqu'au jour du jour. Donc, juste pour récapituler le traitement, la reprise du traitement endodontique, donc s'il y a toujours une dent qui est asymptomatique et non fonctionnelle, il faut voir l'accès, il faut évaluer l'accès au système endodontique. Si vous avez un accès et si la dent elle est restaurable, vous pouvez faire un retraitement du traitement endodontique, un retraitement endodontique orthograde et attendre à la cicatrisation, bien sûr, et le succès du traitement. Par contre, si la dent est non restaurable, donc parfois ou qui n'a pas un banc ou avec une absence d'accès au système endodontique alors que la dent elle est non restaurable, parfois on opte pour l'extraction. Et comme j'ai dit, il faut penser toujours à la solution implantaire pour réhabiliter les dents. Sinon, si vous n'avez pas d'accès et la dent elle est restaurable, à ce moment-là, vous pouvez faire une microchirurgie apicale éventuellement pour associer à une biopsie pour le diagnostic histologique des lésions apicales. Donc, je finis avec la présentation du DU universitaire de chirurgie orale et d'implantologie de l'Université Abolhassis internationale Abolhassis des sciences de la santé qui est actuellement à la 10e promotion. Donc, c'est un DU qui a commencé en 2019. On est actuellement à la 10e promotion. Et là, vous voyez donc les différents pays qui sont avec nous, les pays africains que je salue éventuellement. Et si vous voulez, par exemple, continuer, si vous êtes intéressé par la chirurgie, donc je vous conseille de s'inscrire dans ce DU parce que c'est un DU qui est pratique, qui est basé sur la pratique. Et là, vous voyez qu'il répond à tous les actes, éventuellement là, par exemple, la chirurgie apicale, il fait partie du troisième module. Donc, c'est des choses que vous voyez, la radiologie, la chirurgie des dents incluses, ainsi de suite. Donc, donc les trois premiers modules, c'est des modules de chirurgie orale. Et à partir du quatrième module, donc, on commence l'implantologie avec les bases en implantologie, les principes de la chirurgie, le cinquième et le sixième module, c'est des modules de prothèses supraimplantaires. Le septième module, c'est des modules de chirurgie plastique et de réhabilitation implantaire complète. Le huitième module, c'est un module de chirurgie avancée avec les greffes, les élévations sinusales et les extractions implantations immédiates. Et le neuvième module, c'est un module qui est clinique, donc on passe à la clinique pour éventuellement poser des implants et la prothèse. Et je saisis cette occasion pour remercier toute l'équipe pédagogique et administrative qui sont avec moi. Et je remercie également tous les médecins, les confrères et les consoeurs qui se sont inscrits et qui font actuellement partie de cette communauté de chirurgie orale et d'implantologie à Bolkhassis. Et je finis avec l'information, avec la tenue des journées Periodays organisées par l'Association marocaine de prévention des maladies parodontales. Donc, et là, je salue notre cher ami professeur Bouchra Abbassi qui fait
un travail énorme, donc avec tout le comité scientifique qui ont essayé de sortir un programme très riche avec des chirurgies live, des cours pré-congrès, des ateliers, des conférences, des communications orales et des posters. Donc, juste vous informer que ces journées seront programmées le 16, 17, 18 avril 2006, Inch'Allah, à l'hôtel Barcelone Enfa. Et pour les gens qui veulent s'inscrire, vous passez au site de l'AMPMP.ma, donc vous pouvez s'inscrire. Et là, pour les gens qui veulent assister à l'implantologie et au digital workflow, donc j'anime durant ces congrès un atelier sur le digital workflow, d'accord? Digital implant workflow. Et je parle en conférence le samedi à 16 heures des réhabilitations complètes immédiates sur un plan. Donc, vous êtes la bienvenue. Donc, à la fin, je remercie toute l'équipe de la société Ophilia. Je remercie notre cher ami et cher docteur Asma Al-Fqi pour la modération cette conférence ou ce webinaire, d'accord? Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans d'autres manifestations. Et je vous remercie. S'il y a des questions, on est là pour répondre. À vous la parole. Merci, cher professeur Bnani. Je vous remercie encore une fois pour le partage de votre expertise en microchirurgie apicale. La présentation a été tellement claire, structurée et riche en contenu clinique. Donc là, nous allons ouvrir la session aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit au chat ou bien dans la partie questions-réponses. Comme ça, on pourra répondre à quelques questions pour pour 10 15 minutes qui restent. Merci les amis. Donc, si vous... Merci. Merci Ahmed qui nous salue de Khmissat. Merci à tous les confrères, les consoeurs. On est à 30 personnes, hein. Ça va, Yak? En fait, c'était à peu près 45 50 personnes. Mais après la fin de la présentation, ben, c'était tellement clair que les gens n'ont pas eu de questions. Donc, D'accord. Ils sont partis. يتسحروا. مازال سحر. مازال 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 الحال. مازال شوية. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je pense que c'était tellement clair. Je remercie mon ami Il y a une Dr question, Belhaj Khalifa. il y a une question de professeur Khalifa Belhaj. Qu'est-ce Effectivement. que vous pensez du comblement des défauts osseux? Ah oui, c'est une très bonne question. Par rapport au comblement, je pense qu'il parle de la chirurgie apicale. Le comblement, normalement, ne doit pas être systématique. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un défaut à une seule paroi, et si vraiment on est dans la microchirurgie apicale, avec, comme vous avez vu tout à l'heure, avec des défauts qui ne dépassent pas les 10 millimètres, donc seul le caillot sanguin, et vu la position déjà du défaut qui est apical, donc je pense que le caillot sanguin, il faut le laisser s'exprimer. Donc la stabilité du défaut du caillot sanguin, elle est largement suffisante pour assurer cette régénération osseuse complète du site opératoire. Si vous voulez combler, moi je vous conseille d'utiliser surtout si vous avez des défauts à deux parois, c'est-à-dire vous avez un défaut aussi bien du côté palatin que du côté vestibulaire. À ce moment-là, je vous conseille d'utiliser des matériaux qui sont totalement résorbables. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un hydroxyapatite bovin,
Donc, vous voyez, vous connaissez que c'est un matériau qui ne va pas se résorber dans le temps et qui va parfois nuire au contrôle de la cicatrisation périapicale parce qu'il va rester radio-opaque au niveau apical. Et je pense que je l'ai utilisé dans un seul cas. Après, je ne l'utilise plus. Pourquoi? Parce que ça donne cet aspect qui est radio-opaque au niveau apical qui empêche l'évaluation de la cicatrisation au nom de la région apicale après un traitement endodontique. Donc, si vous avez, donc parfois, dans la majorité des cas, je ne l'utilise pas. Et si par exemple, vous voulez l'utiliser, moi, je vous conseille de passer par un matériau qui est totalement biocompatible, à savoir de l'os autogène, de l'os synthétique ou autre os qui est totalement résorbable. Oui, je ne sais pas si vous avez lu le commentaire du docteur Lesri, que je salue énormément. Vous l'avez Je vu? salue chaleureusement d'avoir l'esprit omnipratique et d'avoir évoqué l'endo et le no-post approach. Je remercie d'ailleurs mon ami Dr. Leslie qui fait un bon travail en compagnie du Dr. Frey. Donc je suis fier de d'eux parce que ils participent énormément dans l'évolution de la dentisterie marocaine, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc c'est des jeunes, j'en suis fier. Et bien sûr, je resterai toujours omnipraticien, même si je suis hyper spécialiste en chirurgie. Pourquoi? Parce que on ne peut pas évoquer la chirurgie apicale et ne pas parler de l'endodontie, ça c'est sûr. Donc, 90% des problèmes, ils peuvent être traités avec l'endodontie orthograde. Et c'est ça le message que je voulais passer. C'est qu'il ne faut pas passer directement à la microchirurgie apicale. Il faut vraiment être sélectif dans dans les cas qui sont destinés à la microchirurgie apicale pour éventuellement améliorer et augmenter le pronostic de ces thérapeutiques. Et bien sûr, je fais également de la dentisterie adhésif. Et là, vous avez vu je suis un peu ancien par rapport à vous, hein. Donc, j'ai plus de 20 ans actuellement. Donc, je pense que j'ai vu assez de complications avec les tenants, surtout les tenants radiculaires. Et vous avez vu carrément des cas où je ne pouvais pas faire une reprise. Il faut toujours penser à la reprise. Il ne faut jamais bloquer vos accès. Il faut toujours penser au plan B. Moi, j'étais toujours comme ça, que ce soit en implanto, que ce soit en endo. Il faut toujours laisser accès, laisser une chance pour le patient, d'accord? Et vous avez vu les dégâts qu'entraînent des tenants. C'est pour ça que j'ai opté pour ce concept, moi aussi. No post, no crown. Je pense qu'il y a plus de 10 ans maintenant. Il y a plus de 10 ans. Et là, c'est un concept que j'essaie même dans mes formations de chirurgie, que j'essaie de diffuser à nos confrères, à nos consoeurs, parce que je trouve qu'il est reproductible et ça permet d'augmenter la durée de vie des dents. Donc, je remercie énormément. Donc, docteur, il y a une autre question de docteur Yasmine Ziden. Merci, professeur, pour ma présentation. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une prescription post-opératoire et les conseils? Ah oui, je salue Dr Zidane pour cette question. Donc, la prescription, c'est la prescription normale pour un chirurgien. Donc, vous pouvez prescrire des antalgiques, un bain de bouche à 48 heures. Mais sinon, pour les conseils, c'est les mêmes conseils post-opératoires. D'ailleurs, même pour une extraction simple, moi, je conseille toujours le patient de ne pas rincer, de ne pas aspirer pendant 48 heures. Mais je pense que c'est surtout, on peut aller sur des vessies de glace ou des prescriptions corticoïdes éventuellement pour réduire l'œdème post-opératoire. On ne peut pas l'annuler, bien sûr, mais pour plus de confort pour le patient, on peut prescrire des corticoïdes en prise moi, actuellement, je ne dépasse pas les 40 milligrammes indépendamment du poids et je ne dépasse pas les 3 à 4 jours maximum pour la corticothérapie. D'accord. Il y a une question de docteur Hamza Oumlil. Votre avis sur la PRP ou PRGF et Sticky Bone? Moi, je le.
Je salue docteur Oumlil On- pour cette Oui, question. Pour la PRGF, donc c'est des facteurs de croissance, d'accord? Euh, franchement, donc c'est thérapeutique ou bien le sticky band d'ailleurs, c'était la même réponse pour Dr Khalifa, mon ami que j'ai fait tout à l'heure. Parfois, on n'a pas besoin de combler, d'accord, du moment qu'on a un défaut d'un diamètre qui est réduit. Maintenant, PRF, PRGF, donc c'est l'équivalent d'un caillot sanguin stabilisé. Donc, si on peut déjà stabiliser notre si le caillot est stable, je ne pense pas qu'il est intéressant. Donc, pour moi, le PRF, c'est surtout pour la cicatrisation muqueuse. Donc, les études, ils ont déjà tranché sur ça. Donc, ça apporte rien pour la cicatrisation osseuse. Oui, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Vous pouvez l'utiliser, ça reste toujours un plus, mais c'est pas vraiment l'objectif ou bien l'indication essentielle dans ce genre de thérapeutique. il y a une question, docteur Yahya. Merci, professeur. La présentation est très intéressante. En ce qui concerne la cicatrisation du lambeau, comment faire pour avoir une cicatrisation prévisible? J'ai eu des cas où le lambeau prend du temps pour cicatriser, voire même parfois ce dernier cicatrise mal. Moi, je salue Dr Yahya pour cette pertinente question parce qu'elle fait partie de la chirurgie en général. D'ailleurs, Dr Lesri, elle a mentionné l'omnipratique, donc tous ces cas, donc tous les programmes que vous avez vus, c'est des actes qui sont destinés pour les omnipraticiens. Donc, c'est des protocoles qui sont déjà basés sur la preuve scientifique et reproductible. Ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de travailler dans des bouches qui sont assainies. Donc, moi, je ne fais pas de chirurgie s'il n'y a pas une bonne hygiène. Donc, la première des choses, j'encourage tout le monde à améliorer l'hygiène aussi bien dentaire que gingivale. Moi, je donne toujours des brossettes, surtout s'il a un biotype qui est épais. Je recommande toujours de brosser la gencive et la dent en même temps, de prescription bain de bouche à base de chlorhexidine qui ne dépasse pas les 5 jours pour éviter les colorations. Mais sinon, ça améliore donc le brossage, les brossettes interdentaires, l'assainissement parodontal en général. Donc, ça améliore les conditions locales. Ça d'une part. D'autre part, pour avoir une bonne cicatrisation, donc il faut vraiment faire des lambeaux qui sont bien raisonnés, d'accord, avec des limites qui sont bien réfléchies, un bon décollement, un bon respect de la vascularisation sanguine du lambeau. Donc, il ne faut pas oublier que le lambeau, il est vascularisé. Donc, la vascularisation, comme vous le savez, elle est apico-coronaire et elle est disto-mésiale. Donc, du coup, il faut toujours respecter cette vascularisation, respecter les limites de la lésion. Il ne faut jamais faire des incisions de décharge en plein lésion. Du coup, lorsque vous allez reposer votre lambeau, il sera reposé sur un os. Donc, du moment qu'il y a de l'os, il y a de la vascularisation au-dessus qui va éviter tout problème de cicatrisation post-opératoire. Et j'insiste bien sûr sur la manipulation du lambeau et les sutures. Tout à l'heure, vous avez vu que j'utilise actuellement que du monofilament. Malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui utilisent le fil de soie. Et là, je sais au fur et à mesure de changer moi, je dirais, mauvaise habitude, hein, parce qu'on a appris, tout le monde, elle a appris ça de la fac. Donc, j'essaie toujours de changer, de corriger des choses. Donc, il faut passer à des monofilaments qui ont déjà prouvé leur importance dans la qualité de la cicatrisation. Pourquoi? Parce que c'est des monofilaments qui ne vont pas retenir d'alimentation de germes et qui vont améliorer énormément la cicatrisation. Donc, je vous conseille d'aller sur du 4-0 pour tout ce qui est fin 5-0, 6-0. Bien sûr, c'est tout un plateau technique qu'il faut avoir. Il faut avoir euh, de bons, euh, de bons instruments, de bons porte-aiguilles. C'est-à-dire pour travailler avec le 4-0, il faut utiliser des porte-aiguilles aussi bien pour 4-0, 5-0 et éviter certains instruments comme le Castroviejo. Ça, ce n'est pas des instruments destinés pour la chirurgie, avec tout mon respect. Je ne sais pas même pas est-ce qu'ils sont destinés pour l'ortho, mais vraiment, il faut investir dans
instrumentation microchirurgicale adaptée, que ce soit en chirurgie orale ou en chirurgie parodontale. Merci, professeur. Il y a professeur Akram Belmehdi qui vous salue également. Merci Euh, Akram, merci Khalifa. Donc c'est des grands amis, c'est des grands frères à moi. Donc je vous salue énormément. il y a des personnes qui demandent si vous pouvez leur envoyer la présentation. Donc, je pense qu'ils pourront vous contacter par email par la suite. Oui, ou s'ils veulent, par exemple, s'inscrire au DU, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on est actuellement en cours d'inscription. Il reste quelques places pour la 10e promotion qui va démarrer bientôt. Donc, ça va être beaucoup plus enrichissant. Et d'ailleurs, Dr. Esri est passé avec nous, donc il sait déjà, il peut en témoigner, c'est déjà le programme. Et d'ailleurs, il conseille beaucoup de gens à s'inscrire avec nous. Avec plaisir. Il y a Behkani, je pense que c'est le docteur Abdelhafid. En cas de persistance ou récidive, quel est le protocole? C'est une bonne question. D'ailleurs, je remercie énormément mon cher ami, Dr. Abdelhafid Bekani, et tous nos confrères de Berkane et de la région orientale. Donc, Ramadan Mubarak, Siha al Afiya d'abord. En cas de persistance ou récidive, c'est ça le problème. Donc, si vous ne faites pas une bonne sélection des cas destinés à la microchirurgie apicale, éventuellement, vous aurez la récidive et vous aurez la persistance de la lésion. C'est ça, c'est pour ça que j'ai insisté toujours sur si vous avez déjà l'accès au traitement endodontique orthograde, il vaut mieux commencer par l'orthograde, par l'endodontie orthograde. Ça va éviter les récidives et la persistance des lésions. Sinon, avec le protocole que j'ai montré tout à l'heure, si vraiment vous le respectez, vous respectez l'enchaînement, vous respectez, vous aurez, parce que c'est un plateau technique quand même qu'il faut avoir. Un plateau technique, il faut le constituer, il faut avoir les microfouloirs. Malheureusement, beaucoup d'instruments n'existent pas au Maroc, donc vous êtes dans l'obligation de les commander d'ailleurs. Mais je pense que si vous respectez le protocole de désinfection, de préparation et de nettoyage surtout de la lésion apicale avec des curettes qui sont vraiment tranchantes, des curettes de Lucas, avec un bon scellement avec des biocéramiques bien compactés, avec une bonne fermeture, je pense que vous aurez de bonnes chances d'avoir une bonne cicatrisation parodontale par la suite et éventuellement éviter la récidive. D'accord. Je pense que c'était très clair. Il y a docteur Ouminil qui demande c'est pour quand le diplôme universitaire? Donc, la 10e promotion, elle sera lancée en juin 2026, Inch'Allah. Donc, les gens qui sont intéressés, ils peuvent me contacter directement ou contacter les modérateurs pour s'inscrire éventuellement. D'accord. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Euh, donc, je pense que nous arrivons à la fin du webinaire. Je vous remercie encore une fois, professeur Bnani. C'était excellent, c'était très enrichissant. Je remercie la présence pour votre attention et vos questions pertinentes. Les échanges, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'apprendre les uns des autres. Donc, on est toujours en train d'apprendre chaque jour. 100% better every day. So, je vous souhaite une bonne Et, soirée et et vraiment, ça, je peux conclure sur ça, il faut différencier entre la vraie dentisterie et le fake dentistry. Donc, c'est vraiment de la vraie dentisterie, c'est de la dentisterie du quotidien. Donc, il ne faut pas voir que les posts, les posts sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment investir dans de bonnes formations et avoir de la bonne information parce que ce qu'on a partagé, ce que vous allez bien sûr partager après, c'est ce que vous faites, c'est votre recul, c'est votre travail quotidien et c'est ça qui enrichisse la formation
la diffusion de la bonne information à nos confrères et à nos consoeurs. Je vous remercie énormément de vous avoir retenu jusqu'à cette heure. Je sais que c'est Ramadan. Euh, Alhamdoulilah, ala salamtkoum. et, Merci beaucoup. euh, Donc, et mes salutations à toute la famille. on vous souhaite une excellente soirée et Ramadan Mubarak Karim à tous. Et on va se voir, Inch'Allah, le mercredi, même heure, avec professeur Halimi, pour un sujet qui sera aussi enrichissant et aussi captivant qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonne soirée.